La double élection du week-end. Au Sénat, la majorité consolide ses positions et les communistes sont en danger de ne pouvoir constituer un groupe. Et puis à Toulouse, le duel Jospin-Baudis n'a pas mobilisé les électeurs. Dans un instant, la première estimation Bulle BVA sur cette élection législative partielle. Ce dimanche 28 septembre, il y a 555 jours que sont détenus Marcel Carton et Marcel Fontaine. 494 jours que sont détenus Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. 204 jours que sont détenus nos camarades d'Antenne 2, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin. Et 144 jours de détention pour Camille Sontag. Il y a toujours 7 Français détenus en otage au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir. Un dimanche qui se décline sur le mode électoral avec 2 scrutins d'importance. Le Sénat renouvelé aujourd'hui pour un tiers et Toulouse pour une élection législative qui fait figure de test. Une soirée spéciale sur Antenne 2. Et tout de suite, avant de passer en revue les points forts de l'actualité en France et dans le monde, tout de suite une première immersion électorale avec vous, Paul Amar. Eh bien, Bernard, le mot immersion est approprié. Nous sommes au sein même de la Haute Assemblée, dans le Saint des Saints, dans l'hémicycle même. Le Sénat a ouvert ses portes à Antenne 2 pour nous permettre de vivre cette soirée électorale particulière en 2 temps et en direct, à 20 h maintenant et tout à l'heure à 22 h. Soirée électorale particulière parce que vous l'avez dit, il y a eu 2 élections. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, précision la nature de ces 2 élections. Élection sénatoriale au suffrage universel indirect. Près de 50 000 grands électeurs, c'est-à-dire les députés et les élus locaux, ont désigné aujourd'hui le tiers des sénateurs. Et élection législative partielle en Haute-Garonne au suffrage direct, où plus de 500 000 électeurs ont arbitré le duel entre Dominique Baudis, le maire de Toulouse, et Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti socialiste. Entrons dans le vif du sujet, avec peut-être déjà, maintenant, à 20 h 01, le rapport des forces entre la droite et la gauche au sein du nouveau Sénat. Jean-Louis Le Senne. Oui, alors d'abord, je vais vous montrer l'ancien Sénat, visualisé maintenant sur votre écran. Gauche, 102 sénateurs, droite, 211 sénateurs. Voilà pour le Sénat sortant. Élu par les grands électeurs aujourd'hui, le nouveau Sénat, celui de demain, reflète les modifications intervenues aux dernières élections municipales, cantonales, régionales et législatives. Aujourd'hui, la gauche s'affaisse et passe à 90 élus. La droite, elle fait un bond de 211 à 229 sénateurs. Des chiffres qui peuvent s'expliquer. Un premier commentaire. La tranche renouvelée aujourd'hui avait été élue en 1977 à l'apogée de la gauche. Deuxième élection législative partielle en Haute-Garonne. Nous allons nous rendre à Toulouse où se trouve Rachid Arabe. Et là, pour la première fois dans l'histoire de la télévision française, nous allons mener une opération estimation avec Bulle et BVA. Avez-vous déjà une première indication sur l'abstention et peut-être sur les tendances, Rachid? Absolument, Paul. Nous avons même 2 estimations assez intéressantes. La première, il s'agit donc des abstentions. Nous devrions voir apparaître le chiffre sur notre petite animation. Ce pourcentage serait de 35%. Ce n'est pas tout à fait cela. Je pense que là, il s'agit du Sénat. Donc, je vous donne le chiffre 35% d'abstention. Je vous donne également le chiffre de mars 86, du 16 mars dernier, 19,8. Une forte abstention, donc, pour ces élections de septembre. Nous devrions également être en mesure de vous donner dans un instant, et même tout de suite, une estimation concernant les voix qui vont aux différents candidats. Si cette estimation n'est pas prête en image, je vais vous la donner en essayant d'aller lentement, Paul. Tout d'abord, l'UDF, RPR et divers droites, donc la liste menée par M. Dominique Baudis, recueillerait, selon notre estimation, 48,7%. En mars dernier, la liste UDF avait recueilli 33% et la liste RPR 9,1%, ce qui fait que les 2 listes unies avaient recueilli 43%. La différence serait de près de 6% en plus. En ce qui concerne la liste menée par M. Lionel Jospin, notre estimation donnerait 35,1%. En mars dernier, le PS et le MRG étaient là unis, ce qui n'est pas le cas en ce mois de septembre. Le PS et le MRG avaient fait en mars dernier 37,9%. La liste menée par M. Piquet. La liste menée par M. Piquet a obtenu, d'après notre première estimation, 5,9%. Et enfin, celle du Front National, 6,4%. Voilà donc, je vous récapitule, alors qu'apparemment, le chiffre que vous donnez à Paris n'est pas exactement le même que celui que j'ai ici. 45,6%
pour M. Baudis, c'est donc une estimation un peu plus affinée, 37,8 pour M. Jospin, l'écart se resserre donc un petit peu, 6,4 pour M. Piquet du Parti communiste et 6% seulement pour M. Mellac. Vous voyez, Paul, l'estimation s'affine très rapidement apparemment. Merci. Nous devrions avoir évidemment d'autres estimations tout au cours de ce journal. Je vous propose de vous rendre l'antenne, Bernard, et de vous retrouver donc après les informations du jour. À tout à l'heure. Nous retrouvons dans une dizaine de minutes, effectivement, le temps de faire le tour de l'actualité de ce dimanche, en commençant par le Liban, avec une nouvelle attaque contre les casques bleus français, 2 blessés légers, heureusement, par l'explosion d'une bombe télécommandée au passage d'un convoi de ravitaillement du contingent français. Un attentat qui vise donc à nouveau les casques bleus français, quelques jours après l'évacuation de 29 des 32 positions qu'ils occupaient au sud Liban. Une évacuation qui devait en principe les soustraire à de pareils attentats. Il y a donc 2 blessés, mais 2 blessés légers seulement au sud Liban. Le Liban, c'est aussi l'inquiétude des chrétiens à Beyrouth-Est, après les violents affrontements d'hier entre factions rivales. Un bilan très lourd, puisque l'on parle ce soir de 65 morts et de 200 blessés. Voici le commentaire de Philippe Gassot. Depuis hier, les chrétiens des forces libanaises ne se sentent plus intouchables. Le sanctuaire d'Achrafieh a été violé. La trêve est vécue les armes à la main, le doigt sur la détente. Hier, l'ennemi est entré jusqu'ici. L'ancien chef évincé des forces libanaises, Eli Obeka, un chrétien, épaulé par ses partisans et les milices musulmanes pro-syriennes, a joué l'effet de surprise. Ces hommes, pour la première fois, ont pu traverser la ligne de démarcation. Puis, durant une dizaine d'heures, ils ont tenu le centre du quartier chrétien d'Achrafieh. Un demi-millier d'hommes participaient à l'opération. La complicité de quelques chrétiens et le port d'uniformes appartenant à l'adversaire a facilité l'entreprise. C'est l'armée libanaise, basée à l'Est, qui a permis de faire la différence. Les ennemis ont dû céder la place au prix de combats menés maison par maison. Jamais depuis que la ligne de démarcation est établie, une telle infiltration en profondeur n'avait eu lieu. Jamais. À présent, l'artillerie chrétienne des forces libanaises a tonné sur la région de Zarleh, quartier général d'Eli Obeka, responsable de l'attaque. L'adversaire a riposté sur le littoral chrétien. À l'est, on a réussi à tenir contre les amis de la Syrie. On sait maintenant que la zone chrétienne n'est plus, depuis hier, un bastion inexpugnable. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la situation en Afrique, la situation au Togo, avec la Libye qui dénonce ce soir l'intervention militaire française. Vous savez qu'un petit contingent français est arrivé il y a 3 jours à Lomé à la demande du général Eyadema. C'était au lendemain du putsch manqué. Depuis 48 heures, le calme paraît être revenu au Togo. Nos envoyés spéciaux, Daniel Lecomte et Jean-Jacques Le Garec, font maintenant le point de la situation. Hier, par 2 fois, les avions Jaguar ont survolé la capitale Lomé. Les 200 parachutistes français, eux, sont stationnés à 7 km de la ville, laissant pour l'instant aux troupes togolaises le soin d'assurer l'ordre et la sécurité dans le pays. L'intervention française a, semble-t-il, rassuré et renforcé même le pouvoir du général Eyadema. Les auteurs du coup d'État manqué sont apparemment tous togolais, infiltrés par le Ghana voisin, et les spécialistes essaient en ce moment de déterminer l'origine des armes saisies et des 108 kilos d'explosifs trouvés sur eux. La population, restée fidèle au régime, a pu regagner aujourd'hui seulement les rues de la capitale après 48 heures de couvre-feu. Désormais, toute la question est de savoir si les troupes françaises resteront au Togo jusqu'au sommet franco-africain de novembre prochain. Un sommet auquel participera le général Mobutu, venu le premier à porter son soutien au président togolais. Le ministre de la Défense, André Giraud, n'apprécie pas les sorties de 2 anciens patrons des services secrets français. Invité il y a un instant d'Europe numéro 1, M. Giraud s'en est pris vertement à Pierre Marion et à Alexandre Demaranche. M. Giraud. Je crois que nos services secrets ont été sérieusement secoués dans le passé. Je trouve tout à fait intolérable d'ailleurs que les 2 anciens directeurs généraux s'attachent à démontrer combien les services secrets fonctionnaient mal quand ils en étaient responsables. Je ne crois pas que ce soit une démonstration absolue qu'ils fonctionnent aussi mal que quand ils en étaient responsables. En tout cas, je trouve ceci tout à fait intolérable et je veux ici dire que je connais un certain nombre d'éléments qui sont dans ces services, qui ne sont guidés que par le souci de l'intérêt national, qui se sacrifient littéralement pour leur pays et qui méritent mieux que les commentaires ridicules que
répandent leurs deux anciens patrons. Le ministre de la Défense qui a aussi annoncé qu'il allait récupérer les fameuses archives allemandes de la résistance afin, a-t-il dit, de les étudier. Vous savez qu'il y a polémique sur le sujet après justement les déclarations d'Alexandre de Marange qui affirme que certains soi-disant résistants auraient en fait travaillé pour les Allemands. Aux États-Unis, le projet de réforme fiscale adopté par le Sénat américain, c'est une révolution dans les habitudes économiques de l'Amérique, avec deux priorités, moins d'impôts pour les contribuables et plus d'impôts pour les sociétés. Le projet n'attend plus que la signature de Ronald Reagan, ce qui ne saurait tarder, puisque le président américain est l'initiateur de cette réforme. Et puis, en Union soviétique, la remise en marche du réacteur numéro 1 de la centrale de Tchernobyl, c'est en tout cas ce qu'indique la Pravda d'Ukraine, en précisant que le réacteur numéro 2 devrait bientôt suivre. Pas de commentaire en revanche sur le réacteur numéro 3 qui jouxtait la partie accidentée de la centrale soviétique. En sport, un Grand Prix des nations cyclistes sous la pluie et dans la nuit. Et pourtant, cette 51e édition se déroulait à Cannes. C'est l'Irlandais Sean Kelly qui fut le plus rapide devant Laurent Fignon. Commentaire avec langue de poche, Gérard Holtz. D'abord, le jeu du jour, du contre-jour, chercher le coureur. Allez, je vous aide, il est évidemment juste devant les voitures, dans les phares. Superbe image, mais course très difficile. Le Grand Prix des Nations, c'est un long contre-la-montre individuel de 89 km. Départ à Cannes, une boucle dans l'arrière-pays et les coureurs reviennent à Cannes. Une satisfaction dans ces nations, Fignon, Laurent Fignon, en 2h04-26, il est premier. Mais derrière lui, Sean Kelly va faire mieux. 2h04-21 centièmes. Fignon, déception. Vous êtes battu de 5 secondes, Laurent. Kelly est meilleur. 2h04-21 pour Kelly. Victoire donc dans ce 51e Grand Prix des Nations de l'Irlandais Sean Kelly, pratiquement certain de remporter le super prestige international pour la 3e année consécutive. Mais quelle course! Les coureurs se souviendront longtemps de ces nations. Résultats et rapports du tiercé qui se courait aujourd'hui sur l'hippodrome de Longchamp. Combinaison gagnante 2, 9 et 10. Voici l'arrivée de ce tiercé. Rapport dans l'ordre pour 5 francs, 612 francs 50. Rapport dans un ordre différent pour 5 francs, 122 francs 50. C'est un tout petit tiercé. Voilà donc l'arrivée de ce tiercé de Longchamp. Nous en arrivons maintenant à la météo avant de retourner nous occuper des élections. La météo, Laurent Boussier. Eh oui, et les mêmes causes ayant les mêmes effets, eh bien la journée de demain sera à peu près identique à celle d'aujourd'hui. Regardez la photo prise par Météo7 cet après-midi. Elle est à peu près identique à celle d'hier également, avec un anticyclone sur la France et sur l'Europe qui nous protège des perturbations atlantiques et qui repousse vers l'est et le sud-est les nuages qui étaient précédemment sur justement la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Un temps donc très ensoleillé demain après que les brumes matinales se soient dissipées, parce que des brumes matinales il y en aura. Regardez la carte du temps prévu pour demain, ça c'est pour la journée. La journée il fera beau presque partout, peut-être quelques nuages sur le nord, sur les côtes du nord, quelques nuages et quelques brumes aussi sur le Lyonnais, sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Mais attention, demain matin il y aura des brouillards et de la brume qui rendront parfois la visibilité extrêmement réduite, parfois même inférieure à 50 mètres. Les températures maintenant, elles sont identiques à celles d'aujourd'hui évidemment, de 16 à 18 degrés sur la moitié nord, 18 degrés à Paris, comme à Strasbourg et comme à Mulhouse. Enfin sur la moitié sud, de 18 degrés à Limoges, 19 degrés à Lyon, jusqu'à 23 et 25 degrés, c'est à Marseille. Notre agenda pour terminer, demain c'est lundi évidemment, sera le lundi 29 septembre, le voilà qui arrive, le soleil se lèvera à 6h48, se couchera à 18h33, 4 minutes de soleil en moins, ce sera à la Saint-Michel et c'est le patron des parachutistes. Un journal un peu bouleversé pour cause d'élection, je vous le disais en ouvrant cette édition. Pendant une demi-heure maintenant, tout ce que vous devez savoir sur les deux scrutins de ce dimanche. Et ça, c'est votre parti, Paul Amar. Et oui, merci Bernard. Nous avons donc vu que l'écart s'est accentué tout à l'heure entre la droite et la gauche au sein du nouveau Sénat. Et nous allons voir avec Jean-Louis Le Senne et Daniel Brem qui gagne et qui perd ce soir. Jean-Louis? Oui, qui perd, qui gagne dans la majorité. D'abord, le RPR est le grand vainqueur de ce renouvellement. 77 sièges aujourd'hui, c'est-à-dire un gain de 17 sièges. Union centriste, Républicains indépendants et Gauche démocratique, autrement dit l'intergroupe UDF, stable dans son ensemble, plus un siège, mais les centristes semblent s'effriter au bénéfice des indépendants. Daniel Brem. Eh bien, le RPR bénéficie presque à lui tout seul des pertes de la gauche. En devenant le premier groupe au Sénat, il gagne une prépondérance qui va sûrement susciter des appétits pour les présidences de commission et les hautes fonctions au palais
de Médicis. Alors, second bénéficiaire, les Républicains indépendants gagnent, eux, 7 sièges. Commentaire de ces deux formations, ce sont les deux partis les plus impliqués dans l'action gouvernementale qui gagnent. Enfin, les centristes, le groupe le plus important jusqu'ici, perd bien sûr quelques sièges, mais il reste tout de même le deuxième groupe au Sénat. L'opposition maintenant, qui perd gagne. Le Parti communiste, 15 sièges, tout juste de quoi constituer un groupe au Sénat, a perdu 9 élus. Le Parti communiste, pour sa part, le Parti socialiste, pour sa part, 64 sénateurs, moins 5, compte non tenu des 3 élections partielles qui avaient lieu aujourd'hui dans l'Aude, le Puy-de-Dôme et le Finistère. C'est grâce aux sénateurs de la Guadeloupe que le groupe communiste aura ses 15 élus. C'était auparavant un apparenté. Mais pour la première fois, il n'y a plus de représentants communistes à Paris. Les socialistes sont en bien moindre recul que prévu grâce aux dissidences de l'UDF. Ils demeurent donc le troisième groupe. Enfin, la gauche démocratique est à égalité de perte, 2 dans l'opposition, 2 dans la majorité. Vous avez reconnu un nouveau sénateur, l'amiral Philippe de Gaulle, le fils du général. René Raymond, ça n'est pas une surprise dans la mesure où l'élection d'aujourd'hui, c'est la confirmation d'élections antérieures. De fait, Paul Amar, de toutes les consultations, les élections sénatoriales sont celles qui ordinairement ménagent le moins de surprises. Et dans l'ensemble, les résultats que l'on vient d'entendre confirment et vérifient les pronostics. Il y a cependant des surprises. Localement, et il faut toujours, notamment dans les départements où l'élection n'avait pas lieu à la proportionnelle. Il n'était pas dit au départ que le Tarn passerait en totalité l'actuelle majorité. De même, la Saône-et-Loire, le Vaucluse. Pour le Var, le résultat était davantage attendu. Pour ce qui est du Parti socialiste, il y a une sorte de clivage entre la France du Nord et la France du Midi. C'est le socialisme méridional qui souffre le plus du Sud-Est et du Sud-Ouest. Alors on a signalé la poussée du RPR, 10 ans après la constitution du RPR, il a comblé le retard, c'est la traduction de son effort systématique d'implantation locale et régionale. Dernière observation, les effets comparés de l'union et de la division. Je crois qu'à cet égard, l'expérience est des plus intéressantes et que la région parisienne en particulier a un effet de grossissement qui illustre les méfaits de la division, car bien des sièges sont perdus du fait de la division. À l'inverse, le cas du Val-de-Marne, où la liste d'union permet d'enlever des sièges. Alors précisément, vous avez quelques résultats en ce qui concerne les personnalités, Jean-Louis et Daniel? Oui, parmi les personnalités, à tout seigneur, tout honneur, Alain Poher, président du Sénat, Union centriste, réélu dans le Val d'Oise. Maurice Couve de Murville, RPR, ancien Premier ministre du général... Le Val-de-Marne. Val-de-Marne. Maurice Couve de Murville, RPR, ancien Premier ministre du général de Gaulle, élu à Paris. René Monory, actuel ministre de l'Éducation nationale, Union centriste, ancien sénateur, élu dans la Vienne. Enfin, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur RPR, battu, je dirais, presque volontairement dans les Hauts-de-Seine. Oui, en effet, Charles Pasqua a dû, pour ne pas être élu, rester ministre, demander au RPR de faire une liste distincte, c'est-à-dire pas de liste d'union, et de se placer seulement en 4e position, mais en sachant que le 3e de liste lui laisserait sa place en cas de besoin. Je voudrais ajouter aussi pour Maurice Couve de Murville, élu à Paris, qu'il fut en 1969 partisan de supprimer le Sénat, comme le souhaitait du reste le général de Gaulle. Voilà. Voilà. Vous entendez le murmure ou les rires des sénateurs, courtois mais vigilants. Alors, ces sénateurs sur lesquels a veillé pendant de très longues années le président Poher. Monsieur Poher, bonsoir. Vous avez donc été réélu dans le Val-de-Marne. On a eu droit à la correction de la Haute Assemblée. Quels enseignements tirez-vous vous-même de cette élection du jour? Eh bien, le premier enseignement, c'est l'enracinement du Sénat dans le pays, et que cette élection, finalement, prouve les modifications qui étaient intervenues dans les élections municipales, et ce qui permet à des départements entiers de changer d'allure. Vous accueillez volontiers, monsieur Maurice Couve de Murville? Pourquoi? Voyons, je suis très heureux. D'abord, il y a une raison, c'est que je le connais depuis longtemps, parce qu'il a été un peu mon maître de conférence, jadis, à l'école des sciences politiques. On parle de plus en plus d'un rôle nouveau du Sénat, peut-être plus combatif. Le sera-t-il encore davantage? Mais le Sénat a toujours été combatif.
Mais ça dépend des circonstances. Il est évident que, étant donné que l'Assemblée nationale a une majorité qui se rapproche davantage de celle du Sénat, le combat change peut-être de genre. Mais il y aura forcément une défense des points de vue du Sénat par rapport à l'Assemblée nationale. Les partis de la majorité souhaitent que vous restiez le président du Sénat. Vous allez céder à cette amicale pression? Oui, pourquoi pas, après tout. Merci. Nous allons maintenant nous rendre à Toulouse, où Rachid Arabe va peut-être nous donner une nouvelle estimation sur l'élection législative partielle en Haute-Garonne. Rachid? Absolument, Paul. Voici les chiffres qui viennent de me parvenir. Je vous le rappelle toujours, il s'agit d'une estimation. La liste conduite par M. Dominique Baudis obtiendrait, selon cette estimation, 46% des suffrages. La liste menée par M. Lionel Jospin, 37,4%. La liste du Parti communiste menée par René Piquet, 6,4%. Je crois que nous allons voir tout cela en images. Et la liste du Front National menée par M. Mellac, 6,3%. Nous allons voir ça plus clairement sur notre petite animation. Concernant donc les voix recueillies pour l'instant, selon notre estimation, par les 4 principales têtes de liste, 46% pour M. Baudis, 37,4% pour M. Jospin, 6,4% pour le Parti communiste, 6,3% pour le Front National. L'écart entre le Front National et le Parti communiste est visiblement très serré, comme il l'a d'ailleurs été dès le mois de mars dernier. L'écart entre M. Jospin et M. Baudis est un peu plus large, mais la fourchette que l'on nous donne en ce moment se situe aux alentours de 4,4 ou 5%. Et vous n'avez pas pour l'instant de traduction en siège? Non, pas encore, Paul. Pas encore de traduction en siège, mais d'un instant à l'autre, certainement. Alors, René, les enseignements de cette élection, apparemment, forte abstention, beaucoup plus forte que le 16 mars 86. Plus forte qu'en 86 et même plus forte qu'en 81. Où en fait l'abstention dépassait un peu 30%. Là, elle est encore supérieure. Il n'y a d'ailleurs rien de comparable probablement entre les abstentionnistes de juin 80 et ceux de 86. Alors, en comparant les chiffres à 6 mois d'intervalle, on constate une stabilité du pourcentage, rappelons que ce n'est pas un chiffre absolu, mais un pourcentage, du pourcentage socialiste. La liste faisait 37,90%, 37,4%, donc la différence est minime et qu'à cet égard, donc je crois que Lionel Jospin a gagné son pari. La liste Baudis fait plus que le total des 2 listes UDF et RPR, et là, environ 3 points de plus. L'union payante. Pour l'instant. Un peu comme l'union payante, il y a une légère avance. En conséquence, il n'y a pas d'usure du pouvoir de la majorité et les 2 formations extrêmes perdent du terrain. Le Parti communiste perd environ pour l'instant 1,5 point et le Front National autant. Donc la situation, il est possible que la conjoncture ait contribué à resserrer, mais une fois de plus, on voit s'affirmer un comportement vers le plutôt modéré et les 2 extrêmes totalisent moins de 13% des suffrages exprimés. Jean-Louis Daniel, des résultats pour des personnalités ou les présidents de groupe? Oui, je voulais vous donner les 4 présidents de groupe renouvelables cette fois-ci, qui ont tous les 4 été réélus. Par ordre alphabétique, Daniel Lefel, président du groupe centriste à la Haute Assemblée et président de l'intergroupe UDF, ici, élu dans le Bas-Rhin. Toute sa liste a été élue avec lui. Parmi les sénateurs du Haut-Rhin, une personnalité, Marcel Rudloff, maire de Strasbourg. Oui, autre président réélu, Hélène Luc, communiste dans le Val-de-Marne. Marcel Lucotte, président du groupe des Républicains et Indépendants au Sénat, maire d'Autun réélu en Saône-et-Loire. Enfin, Roger Romani, qui a succédé en avril dernier à Charles Pasqua à la tête du groupe RPR, réélu à Paris. Daniel. Le seul problème pour Daniel Lefel, qui était la tête de liste et qui est président du groupe centriste, était de battre son record de 1977. Il avait été élu avec 70% des voix. Il l'a tellement bien battu qu'il en a fait 83%. Le président Lucotte, le président des Républicains indépendants et de l'intergroupe UDF enregistre un très bon résultat car il a été élu au premier tour avec ses 2 colistiers battant les 2 sénateurs de la gauche. Quant à Madame Luc, présidente du groupe communiste, elle a poussé ce soir un gros soupir de soulagement. Alors, Monsieur Romani, vous dirigez maintenant le groupe RPR. Est-ce que ça va vous inciter à avoir un comportement, j'allais dire, impérialiste au Sénat? Je suis un peu surpris par votre question, car mes collègues présidents de groupe qui sont auprès de moi vous diront que ce soir nous considérons qu'il s'agit surtout d'une victoire de la majorité. Les chiffres qui ont été cités prouvent à l'évidence que la majorité du Sénat a été confortée et que l'action gouvernementale sera mieux soutenue par une majorité plus importante au Sénat.
Mais vous savez, l'union de la majorité, c'est quelque chose qui existe réellement au Sénat. Nous nous voyons pratiquement tous les jours. Et je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Depuis le 16 mars, nous n'avons pas eu entre nous non seulement une divergence, mais même une simple différence d'appréciation. Et je voudrais, pardonnez-moi, rectifier. Murmure à gauche. Murmure à gauche, mais vous savez, je crois que cela, c'est pour vous aider parce que vous avez souhaité un fond sonore. Je crois, je voudrais, si vous le permettez, quand même rectifier ce qui a été dit au départ de l'émission. Je ne pense pas qu'un responsable du RPR ait dit ce soir que si le RPR avait quelques gains, cela était dû au fait qu'il était plus impliqué dans l'action gouvernementale. Je ne veux pas parler au nom de mes collègues, mais personnellement, je crois que toute la majorité est impliquée dans l'action gouvernementale, que nous sommes unis et solidaires. Et j'ajouterai ceci. J'ai entendu les pourcentages et M. Raymond ne m'en voudra pas de lui dire que je crois depuis des dizaines d'années, mais il est un professeur éminent, c'est la première fois, M. Raymond, qu'un gouvernement au pouvoir, je dirais, les candidats d'un gouvernement ne sont pas, et visiblement, des résultats qui prouvent que ce gouvernement est soutenu par une majorité, car rappelez-vous les précédents, toutes les élections partielles en 82, 4 députés de la majorité au premier tour. Nous attendons bien sûr des résultats définitifs, mais s'il apparaissait que le pourcentage du RPR et du l'UDF, qui avaient constitué une liste d'union, était semblable au pourcentage du 16 mars 86, je crois que cela voudrait dire, pour la première fois, qu'après 6 mois de gouvernement, après 6 mois d'action gouvernementale, il y a une nouveauté et que le peuple, la population de cette région soutient l'action du gouvernement. Monsieur Debarge, hochez la tête quand vous parliez. Oui, écoutez, M. Romani me fait presque... Monsieur Debarge, socialiste. Me fait presque pleurer d'émotion sur l'union au Sénat, l'union parlementaire, l'union. Dans cette haute assemblée, il y a eu quelques débats qui ne sont pas sans démontrer que dans une période récente, sur certains projets présentés par le gouvernement, c'était quand même pas cette union-là qui prévalait. Et de toute manière, on peut estimer que dans le futur, or que dis-je dans le futur, dans un relatif passé, dans un présent, dans un futur immédiat, dans un futur un peu moins immédiat, nous verrons cette division de la droite s'exprimer. Et puis je dis aussi, qu'en ce qui concerne les élections sénatoriales, dans un certain nombre de départements, notamment la région parisienne, la démonstration a été faite que l'union de la droite dont parle M. Romani n'est pas aussi solide et pas aussi valable que cela. Je crois que ça, il faut le préciser. Ce sont des paroles, ce sont des mots, ce sont des vœux pieux. Je dirais qu'il y aura des rendez-vous, je ne sais pas si c'est avec l'histoire, mais des rendez-vous politiques qui démontreront suffisamment que cette union-là, elle est quand même très craquelée, d'ores et déjà dans la mesure où elle a existé à un moment donné. Il y a, vous avez... Un mot, Monsieur Amard, si vous le permettez. Non. Non, c'est le public, je ne sais pas, c'est permis. Un simple mot. C'est un faux sonore pour m'aider. Un simple mot, Monsieur Amard. C'est la première fois qu'en tant qu'acteur, je participe à une émission de télévision. Oui. Mais, comme beaucoup de Français, j'ai assisté à des dizaines et dizaines de soirées électorales. Encore une fois, malgré les chiffres, malgré les réalités, les formations de gauche diront qu'elles n'ont pas perdu. C'est ma conclusion. Monsieur Romani, une petite Monsieur Romani. Monsieur Romani, n'allez pas dire... Nous savons reconnaître les résultats politiques. Le gouvernement du Premier ministre, nous le disons, est un gouvernement légitime, contrairement à ce que vous prétendiez en 1981, en ne le reconnaissant pas. Nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains conscients et nous l'affirmons en permanence beaucoup mieux que vous. Allez. Le RPR et le Parti Socialiste ne vont pas monopoliser la parole. Vous apercevez sans doute sur votre écran des hommes, comme des députés qui sont venus nous rendre visite, comme Jean-Claude Gaudin. Ils parleront sans doute à 22 h, mais c'est normal, courtoisie oblige. Laissons la parole pour l'instant, et même des ministres. François Léotard, André Rossino sont là. Laissons la parole aux sénateurs. Un mot en direction de M. Eufel. Est-ce que vous n'avez pas la tentation de former un vrai groupe UDF, un peu comme à l'Assemblée ?
Je tiens tout d'abord à préciser que le nouveau gouvernement, au mois d'avril, avait annoncé que 2 problèmes constituaient ses priorités, l'emploi et la sécurité. Sur toutes les dispositions relatives à l'emploi et la sécurité votées dans cet hémicycle, l'union de la majorité a été totale. Et je voudrais, à propos de cette union, insister sur le fait que cette élection sénatoriale d'aujourd'hui a démontré que là où il y avait union des candidatures, une dynamique se créait avec le succès au bout. Là où nous sommes partis dans quelques départements en ordre dispersés, cela a été l'échec. Puissions-nous en tirer les leçons pour l'avenir. Madame Luc, vous dirigez le groupe communiste au Sénat, vous perdez des sièges, mais vous parvenez in extremis à constituer un groupe. Alors, amertume ou joie relative, évidemment? Monsieur Paul Amar, il y a eu suffisamment de supputations sur la disparition du groupe communiste pour qu'évidemment ce soir je me réjouisse que ce groupe pourra être formé. Il est formé. D'ailleurs, j'ai été très surprise qu'au début de cette émission, on a pu entendre dire par le commentateur d'Antenne 2 qu'il n'était pas certain que ce groupe puisse être formé, alors que l'information est connue, nous sommes 15 sénateurs communistes. Non, c'était le titre du journal, et il n'avait pas encore l'information. On l'a ici en exclusivité. Voilà. C'est-à-dire que vous continuez cette supputation, le groupe communiste. Non, le titre c'était, madame, le PC sur le fil, simplement. Je veux souligner d'ailleurs que sur ces 15 sénateurs communistes, 5 femmes sont élues, c'est-à-dire le même nombre qui avait été élus dans la précédente législature. Alors, bien sûr, nous avons perdu quelques sénateurs. Mais il est bien évident, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même en commençant cette élection, les électeurs qui ont voté aujourd'hui sont pour la plupart des conseillers municipaux et leurs délégués qui ont été élus en 1983, date à laquelle les communistes et les socialistes ont perdu des mairies. Je veux donc souligner que ce n'est pas un nouveau recul du Parti communiste qui se produit aujourd'hui. Ce n'est pas une confirmation, c'est un recul qui est enregistré parce qu'il s'est produit cet événement en 1983. Attendez, s'il vous plaît, Monsieur Paul Amar, c'est un résultat qui est décalé de 3 ans et vous ne pouvez pas tirer argument de cela pour dire que le Parti communiste continue à perdre. Ma deuxième remarque, c'est que le scrutin qui permet d'élire les sénateurs, c'est un scrutin au second degré. Dans la plupart des départements, c'est un scrutin majoritaire et vous pouvez remarquer que tous les sénateurs communistes sont élus maintenant dans des départements où il y a la proportionnelle. Et je veux ajouter pour faire ma démonstration que, contrairement à ce que dit Madame Brem, si, par exemple, si le scrutin à la proportionnelle était appliqué dans tous les départements, eh bien, pour avoir 10% des voix, nous aurions 30 sénateurs. C'est-à-dire que nous aurions aussi un sénateur communiste à Paris. Merci, madame. Et je veux dire, très brièvement, je pense que je n'ai pas parlé plus de temps que les autres. Je veux dire que cette élection sénatoriale, aujourd'hui ne se passe pas en dehors de la réalité. Je viens d'apprendre, par exemple, que le forfait hospitalier va être porté... S'il vous plaît, madame. Attendez. Non, s'il vous plaît, je vous arrête parce que nous allons avoir un autre débat à 22h et nous parlerons de la politique économique et sociale du gouvernement. Mais j'y reviendrai. Merci, madame. C'est une question très importante. Non, s'il vous plaît. Non. Quelques résultats, Daniel Brem et Jean-Louis Le Senne, de personnalités. Oui, sur d'autres personnalités, toujours par ordre alphabétique. Jean-Michel Baillet, ancien ministre, ancien président des Radicaux de gauche, élu dans le Tarn-et-Garonne. Oui, alors l'ancien secrétaire d'État aux relations extérieures du gouvernement Fabius, qui est actuellement le directeur général de la Dépêche du Midi, a finalement gagné et il a fait réélire aussi le sortant radical de gauche. Il n'en espérait pas tant compte tenu de ses rapports difficiles avec les socialistes. Étienne Dailly, vice-président du Sénat gauche démocratique, élu en Seine-et-Marne.
Marcel Debarge, que vous venez d'entendre, sénateur sortant socialiste, secrétaire national du Parti socialiste, réélu en Seine-Saint-Denis. Claude Estier, ancien député, ancien président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée, directeur de l'Unité, seul élu socialiste à Paris. Jean-Pierre Fourcade, ancien ministre, président de la Commission des finances au Sénat, réélu dans les Hauts-de-Seine. Affaires sociales. Philippe de Gaulle, l'amiral Philippe de Gaulle, élu RPR à Paris. Jean Le Canuet, ancien ministre, président d'UDF, député, président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée, maire de Rouen, élu en Seine-Maritime. Je voudrais dire que Philippe de Gaulle est le deuxième membre de la famille à siéger au Parlement. Jean de Gaulle a été élu député lors des précédentes législatures. Son père, le général de Gaulle, avait entretenu, on s'en souvient, des rapports orageux avec le Sénat et avec M. Monnerville. Roger Quillot, ancien ministre socialiste, député, maire de Clermont-Ferrand, élu sénateur du Puy-de-Dôme au cours d'une partielle. Guy Pen, conseiller du président de la République pour les affaires africaines, élu sénateur socialiste des Français de l'étranger. Enfin, Michel Poniatowski, ancien ministre, a pour sa part été battu dans le Val d'Oise. Alors, Michel... Non. Alors, votre réaction, Monsieur Lucotte, vous dirigez le groupe des Républicains indépendants. Deux réactions. La première sur ces applaudissements. Je ne sache pas que dans les règles du jeu, on applaudisse l'échec d'un adversaire. On le respecte. Deuxième observation. Nous venons d'avoir tout à l'heure une démonstration de la langue de bois qui n'en finira plus d'étonner les Français, moyennant quoi toujours ceux qui ont perdu manifestent leur satisfaction du scrutin. Je tiens tout simplement à dire que je suis heureux de faire partie, et notre présence à ce banc a une valeur symbolique, que je fais partie d'une majorité qui s'est renforcée au Sénat, que je viens d'un département, et je n'ai retouché le sol de Paris qu'il y a quelques instants, d'un département traditionnellement de gauche, où la liste que je conduisais et où il y avait 2 sénateurs de gauche est maintenant représentée par 3 sénateurs qui font partie de la majorité. L'union, c'est ça aussi. Voilà, Monsieur Lucotte. Qui a dit que l'ambiance était feutrée au Sénat? Nous allons quitter un instant Paris pour nous rendre à nouveau à Toulouse, où Rachid Arabe va peut-être nous donner une nouvelle estimation, antenne 2, bulle BVA. Rachid, en siège peut-être? Absolument, Paul. C'est la toute première estimation de notre opération qui concerne cette fois-ci donc les sièges. Et vous allez le voir, le suspense continue. L'écart est très très serré. Nous allons voir cela. Donc, concernant l'estimation bulle BVA, antenne 2, le Parti socialiste obtiendrait 3 ou 4 sièges. Vous allez le voir apparaître, la liste menée tout d'abord par M. Dominique Baudis obtiendrait, d'après notre estimation, 4 ou 5 sièges. La liste de M. Lionel Jospin-Vieux vient de vous le dire, 3 ou 4 sièges. Pas de sièges, donc, ni pour la liste communiste, ni pour la liste du Front National, menée par M. Mélac. Là, à titre indicatif, je vous rappellerai que le 16 mars dernier, la liste socialiste alliée à l'époque au mouvement des radicaux de gauche avait obtenu 4 sièges et la liste UDF avait obtenu 3 sièges, la liste RPR avait obtenu 1 siège. En mars dernier, les 2 formations de droite s'étaient présentées de façon désunie à l'élection. Voulez-vous, Paul, que nous revenions sur une autre estimation un peu plus précise concernant cette fois-ci le nombre de voix qui va à chacune des listes? Oui, allez-y, Rachid. Donc, je commence toujours par la liste de M. Dominique Baudis, qui obtiendrait, d'après une dernière estimation qui remonte à 20h25, il y a quelques minutes donc, la liste UDF-RPR divers droite, la liste appelée ici Union pour la Haute-Garonne, obtiendrait 46,3% des voix. 46,3% des voix. La liste menée par M. Lionel Jospin pour le Parti socialiste, 37% des voix. La liste du Parti communiste, 6,4%. Exactement le même chiffre pour l'instant
pour la liste du Front National, et du Parti communiste qui perdent donc en moyenne 1,5% des voix par rapport à mars dernier et qui se situent au même endroit. Déjà en mars dernier, elles étaient très proches l'une de l'autre. Concernant les deux principales listes, on peut simplement dire pour l'instant que l'écart est toujours aussi serré, un petit peu moins de 5%, un petit peu plus de 4%. Voilà, Paul. Merci Rachid. Monsieur Debarge, vous venez de noter tous ces chiffres. Si Lionel Jospin n'obtient que 3 sièges, est-ce une déception? Est-ce un échec? On peut considérer... Non, j'ai posé la question à Monsieur Debarge, Monsieur Lucotte. Monsieur Lucotte, je ne suis jamais intervenu comme ça. Je considère par exemple qu'au Sénat, c'est vrai, le groupe socialiste va avoir moins de sénateurs qu'auparavant. Mais moi je reconnais les choses, tout simplement. Ça n'est peut-être pas la défaite que vous avez escomptée pour le groupe socialiste, puisque de 66 sénateurs, si je fais bien mes comptes, nous allons revenir à 62. Il y en a moins 4, moi je le dis, très tranquillement, c'est la photographie des élections municipales en grande partie, mais nous avons plutôt mieux résisté qu'il n'était prévu. Bon, c'est une constatation, moi je ne triche pas avec ça, je dis les choses telles qu'elles sont. La deuxième chose, pour répondre à la question plus précise qui m'est posée, on va attendre la fin de ces choses-là. Si je constate les pourcentages jusqu'à présent, la liste conduite par le premier secrétaire du parti, Lionel Jospin, avoisine les pourcentages qu'elle avait obtenus la liste socialiste précédente, c'est-à-dire au mois de mars 1986. Et ce, malgré une liste socialiste dite dissidente et malgré une liste du mouvement des radicaux de gauche. Je considère que c'est quand même quelque chose de satisfaisant. On verra bien ce que ça donnera. Criez pas victoire trop vite, ne crions pas, et ça c'est pas du tout mon genre, défaite trop vite. Attendons le résultat pour avoir une idée sur cette affaire-là. D'ores et déjà, le résultat est cependant valable et il se concrétisera, je l'espère, par 4 sièges. Un mot quand même. Monsieur Fell, tout à l'heure, vous avez dit, M. Amar, vous-même, messieurs, qu'on ne devait discuter qu'un certain nombre de choses. C'est M. Fell qui a évoqué la question de sécurité et la question de l'emploi. Sur la question de sécurité, je crois que les socialistes ont été responsables. Nous sommes pour la cohésion nationale dans la lutte contre le terrorisme sous réserve de l'état de droit, c'est-à-dire des libertés des citoyens. Quant à l'emploi, je suis tout à fait désolé de considérer, et je ne m'en réjouis pas pour autant, que toutes les promesses faites au moment de mars 1986 sont tombées à l'eau. Je le regrette, c'est comme ça, j'aurais pas soulevé le problème, mais vous l'avez soulevé vous-même. Non, on en parlera de toute façon tout à l'heure à 22 h. Est-ce que la gauche démocratique espère un jour réconcilier les deux camps? Elle l'espère toujours. Si vous voulez, la gauche démocratique va se retrouver à peu près au même nombre de sénateurs, peut-être avec 1 ou 2 de moins. Mais je crois que ce qui nous importe, nous, c'est que malgré cette bipolarisation excessive depuis de nombreuses années, nous arrivions à maintenir un groupe important au centre de la vie politique française et un groupe qui soit un peu l'image et le symbole de la tolérance. Car vous savez que ce groupe rassemble des sénateurs qui sont de part et d'autre de cette fameuse ligne jaune et qui travaillent dans le respect les uns des autres et qui sont, je crois, un peu le témoin et qui préfigurent, j'espère, plus de tolérance dans la vie politique française. Merci. De toute façon, nous reparlerons de tous ces thèmes, de la cohabitation, de la sécurité, de l'emploi, tout à l'heure avec les sénateurs, mais aussi avec d'autres invités. Je vous propose donc de vous retrouver tous à 22h05 ou 22h06. Vous aurez largement le temps de reparler, Madame. Je voudrais dire un mot, si vous permettez, très bref, sur l'élection de Toulouse. L'élection de Toulouse, parce que je crois, j'aurais aimé, je suis déçu, je le dis, si M. Piquet n'est pas élu, parce que les Toulousains auraient eu un ardent défenseur à l'Assemblée nationale, mais je veux dire ici que nous assistons à une restriction scandaleuse du pluralisme. Scandaleuse parce que les médias et les forces politiques s'arrogent le droit de privilégier des candidatures et que cette élection n'a pas lieu d'une manière démocratique. Pardonnez-moi, mais cette émission contredit ce que vous venez de dire, Madame. Non, mais vous parlez. Je vous donne le mot de la fin. Donc nous allons vous retrouver. Vous ne voulez pas. Non, nous allons vous retrouver tout à l'heure à 22h08 avec tous les représentants des groupes, y compris évidemment le Parti communiste. À tout à l'heure. Au revoir. Ne passez pas devant les caméras, messieurs.